Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Depuis des semaines, la confusion règne autour de la centrale de Zaporijia, la plus grande centrale d'Europe située en Ukraine et sous contrôle russe. La centrale a été touchée, on le sait, par de multiples frappes, dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Après de longues tractations, une délégation de l'AIEA, vous savez, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dépendant de l'ONU, a pu se rendre jeudi dernier sur son site. 2 inspecteurs doivent rester sur place d'ailleurs de façon permanente. Alors déjà avant même la diffusion du rapport de l'AIEA, les 2 pays ont commencé à faire monter un peu la pression. J'espère qu'il sera objectif, avait déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien d'ailleurs avait reproché la semaine dernière à l'AIEA d'avoir occulté la question de la démilitarisation du site. Du côté russe, les officiels russes ont reproché à l'ONU de ne pas réagir aux tentatives de sabotage de la centrale par l'Ukraine. Écoutez à ce sujet une question intéressante d'un journaliste lors d'une conférence de presse à l'ONU le 4 septembre dernier. Il rappelle les revendications russes et puis ensuite vous entendrez la réponse du porte-parole de l'ONU. Tout ça est en anglais, je vous ferai la traduction en simultané. Donc le ministère de la Défense russe, au sujet de la centrale de Zaporijia, le ministère de la Défense a déclaré aujourd'hui qu'un groupe de saboteurs ukrainiens a tenté de capturer la station afin d'utiliser la mission comme bouclier humain. Ils ont donc décidé de neutraliser, selon le ministère de la Défense. Mais les officiels russes ont exprimé leur perplexité face à l'absence de réaction du secrétaire général de l'ONU. Donc c'est la réponse là de Stéphane Dujarric. Vous savez, nous sommes heureux que la Russie ait fait ce qu'elle devait faire pour assurer la sécurité de nos inspecteurs. Je pense que nos agents de sécurité, nos pilotes, ont fait un travail formidable pour faire entrer l'équipe. Ils continueront à soutenir la mission jusqu'à son terme. Et comme toutes les missions de l'ONU, il est de la responsabilité de ceux qui contrôlent et sont responsables d'une certaine zone d'assurer la sécurité du personnel de l'ONU. Voilà, vous avez cet échange. Alors, le rapport a finalement été rendu mardi dernier. Alors, du côté russe, il y a eu un regret. Nous regrettons que dans votre rapport, la source de ces bombardements ne soit pas nommée directement, a déclaré un responsable russe au patron de l'AIEA devant le Conseil. Selon lui, ce rapport est une confirmation malgré tout que la seule menace contre le site venait de ces bombardements et des sabotages par les forces armées ukrainiennes. Nous comprenons votre position, dit-il toujours à l'AIEA. Mais dans la situation actuelle, il est important d'appeler les choses par leur nom. Du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky a salué la mention de la présence du matériel militaire russe dans la centrale nucléaire. Le rapport mentionne la présence de ce matériel dans l'enceinte de la centrale nucléaire. La pression qui est exercée sur nos employés y est clairement faite allusion à l'occupation militaire russe et c'est une bonne chose selon Volodymyr Zelensky. Pour conclure ce rapport, le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a dénoncé une situation intenable mardi 6 septembre. Écoutez-le. Malheureusement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'intégrité physique de la centrale a été violée et cela continue de se produire. Les frappes que cette installation a reçues sont tout simplement inacceptables. Nous jouons avec le feu et quelque chose de catastrophique pourrait arriver. Voilà, nous jouons avec le feu. Alors que se passe-t-il vraiment dans cette centrale et qui joue avec le feu ? Exactement. C'est ce que nous allons tenter, en tout cas, de mieux comprendre avec mes 2 invités. Nicolas Mirkovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de 2 livres, Martyrs du Kosovo aux éditions Picolec et Bienvenue au Kosovo aux éditions du Rocher, analyste de géopolitique européenne et américaine, également président de l'association Ouest-Est. Et nous sommes également avec Fabien Bouglet. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Clémence Diagova. Vous êtes expert en politique énergétique et auteur de ces 2 livres désormais bien connus, Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher et Nucléaire, les vérités cachées également aux éditions du Rocher. Alors pour commencer ce vaste sujet, peut-être avec vous Fabien Bouglet, percer un peu quels sont les dangers exacts puisqu'on joue avec le feu. Mais si la centrale était touchée, qu'est-ce qu'il se passerait exactement ? En fait, il faut bien comprendre qu'il y a une grosse manipulation sur la question du danger des centrales nucléaires.
et que la première chose qui est très importante et qu'il faut rappeler, une centrale nucléaire n'explose pas comme une bombe atomique, comme Nagasaki ou Hiroshima. Le problème de fond d'une centrale nucléaire, c'est que dans le réacteur nucléaire doit être toujours dans l'eau. Et vous avez un système pour refroidir cette eau. Si l'eau est trop chaude ou si l'eau baisse, ça peut avoir des conséquences importantes, en particulier sur le réacteur nucléaire, qui peut finir par fondre. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Three Mile Island aux États-Unis, qui a été une des premières catastrophes nucléaires. Et alors, il va y avoir des projections dans la nature de particules radioactives. Mais bon, à Zaporizhzhia, on voit bien qu'il y a des enceintes de confinement, hein, vous voyez, ces grands dômes, qui sont justement des enceintes de confinement pour éviter qu'il y ait ces problèmes-là. Donc, ce qui peut arriver dans une centrale nucléaire, c'est le rejet dans la nature de particules radioactives. Donc, il faut effectivement absolument faire en sorte que le système de refroidissement de la centrale nucléaire soit toujours alimenté en électricité. Or, les bombardements ont eu pour conséquence de détériorer les systèmes d'électrification des systèmes de sécurité. Et donc, dans ce cas-là, on utilise des diesels de sécurité. Il y a encore un dernier recours à une autre source d'électricité. Donc, on voit bien, les Ukrainiens ont bombardé, si j'ai bien compris, les lignes électriques qui alimentaient la centrale nucléaire pour justement alimenter ces systèmes de sécurité. En tout état de cause, il est clair que c'est pas les Russes qui ont intérêt à ce qu'il y ait un problème dans la centrale. Et d'ailleurs, il faut remarquer que c'est Vladimir Poutine qui a rétabli les relations diplomatiques il y a quelques jours avec Emmanuel Macron, alors qu'il les avait coupées sur le sujet du nucléaire. Donc, on voit bien que la question de l'énergie est au cœur de cette guerre entre la Russie, l'Europe et l'Ukraine. Oui, on va évidemment continuer de parler de toute la question énergétique et géopolitique qu'il y a derrière. Nicolas Mirkovitch, tout à l'heure Fabien Bouglet a dit, donc a priori ce sont les Ukrainiens qui ont bombardé ce système de refroidissement. Pourtant, officiellement, on nous explique bien que tout le monde se renvoie la balle aujourd'hui et qu'on n'a pas plus d'informations que ça. Alors, c'est une zone de guerre, donc il faut toujours prendre les informations avec des pincettes. C'est en effet pas facile. Il y a clairement des affrontements entre l'armée ukrainienne et l'armée russe dans cette région-là. Mais il faut quand même admettre que Zelensky, le président Zelensky, a quand même dit qu'il y avait du matériel russe dans cette centrale. Nous savons que cette centrale, aujourd'hui, est contrôlée par les Russes. Donc, quel serait l'intérêt des Russes de bombarder une centrale nucléaire qui est on va dire, un atout stratégique dans cette guerre, puisque ça peut décider de l'envoi d'électricité à une région ou une autre de cette zone de conflit. Quel serait l'intérêt des Russes de se bombarder? Donc du coup, ça n'a pas de sens. Et on a bien vu aussi les habitants d'Energodar, qui étaient juste à côté, donner une pétition. Oui, tout à fait. Remettre une pétition de plusieurs dizaines de milliers de signatures demandant l'arrêt des frappes ukrainiennes. Donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Et malheureusement, c'est vrai que ça aurait été bien, et j'attendais cela du rapport de l'AIEA, qu'il mentionne ça. Parce que si on ferme les yeux sur ceux qui sont en train de tirer sur cette zone-là, eh bien, on ne va pas régler le problème. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Alors, cette séquence dont vous parlez, de ces habitants ukrainiens, moi aussi, je l'ai re-regardé, puisqu'en plus, ils parlent russe, donc c'est facile à comprendre quand on comprend le russe. C'est donc des habitants ukrainiens qui remettent à Raphaël Grossi, le directeur général de l'AIEA, qui est sur place, ils lui remettent des documents signés demandant l'arrêt des frappes ukrainiennes, en effet. Et on entend Raphaël Grossi expliquer à cette population vous pouvez compter sur moi, cette information sera remontée et vous êtes des personnes très courageuses, etc. etc. Et c'est vrai que, alors on s'attendait à ce que cette personne qui a l'air d'être très sincère quand elle s'exprime face à ses habitants, finalement le fasse ressentir dans le rapport. Et visiblement, ce rapport est tronqué de certains éléments, enfin en tout cas de ces éléments-là, Nicolas Mirkovitch. Oui, c'est tout à fait dommage parce que je rappelle, il faut à tout prix désigner le responsable. S'il y a un camp ou les deux camps qui tirent sur cette centrale, je pense qu'un des rôles principaux, c'est de les identifier et de dire voilà, attendez, à tel endroit, à telle heure, tel camp a tiré sur la centrale, il faut arrêter, nous avons les preuves. Et aujourd'hui, on voit la pression et c'est la preuve là même de la pression qu'il y a au sein même de l'ONU, au sein même de certaines instances internationales pour fermer les yeux. Imaginez
le tollé si tout d'un coup on apprenait sur toutes les ondes dans le monde, on va dire occidental, hein, que ce sont les Ukrainiens, que c'est l'armée ukrainienne qui tire cette centrale, ça ferait un tollé. Tout d'un coup, ça change complètement la donne. On pourrait aussi imaginer qu'à un moment, un incident majeur dans cette centrale pourrait arranger les intérêts de certaines personnes à Kiev ou à Washington aujourd'hui, qui ont tout intérêt à ce que cette guerre, à ce que la Russie prenne un mauvais coup, et une fuite dans une centrale nucléaire causée par les Russes faciliterait la campagne de propagande contre Moscou. C'est dommage, c'est extrêmement important, et les preuves qu'on a, les informations qu'on a sur je vous dis, le simple fait que la centrale soit aux mains des Russes est la preuve, je pense, la plus importante pour montrer qu'ils ne se bombardent pas eux-mêmes. Cette pétition de plusieurs dizaines de milliers de personnes est une preuve supplémentaire. On a beaucoup quand même de témoignages sur place. Il est important de désigner le camp qui tire sur la centrale et d'exiger que cela s'arrête. Que cela s'arrête, et de dire à l'armée ukrainienne d'arrêter de tirer sur la centrale de Zaporozhye pour éviter une catastrophe potentielle dans le coin. Nicolas Mirkovic, juste une question, et après, parce que vous avez posé cette question, à qui cela profite, à qui profite le crime, c'est la grande question finalement de cette centrale, et on va reposer cette question avec Fabien Bouglet évidemment. Mais concrètement, est-ce que concrètement, moi je ne suis pas spécialiste de la question, est-ce que la Russie peut physiquement se tirer dessus, déjà je veux dire se bombarder, parce qu'il s'agit de bombardement, donc il faut avoir du recul, je ne sais pas, je pose une question peut-être un petit peu naïve, mais déjà concrètement c'est possible ou pas de s'autodétruire? Bien sûr, techniquement, toutes les armes qui sont utilisées dans cette guerre ne sont pas d'une précision au millimètre près, quoi. Donc, du coup, évidemment, c'est toujours possible qu'il y ait peut-être un missile ou un tir qui tombe sur la centrale. Mais non, je veux dire, la probabilité que cela arrive est quand même très faible. C'est l'armée russe, comme je le disais tout à l'heure, a gagné un atout stratégique. Et donc, du coup, vous pouvez imaginer... Aucun intérêt de le détruire. Aucun intérêt. Et je pense que celui qui tirerait sur un mauvais bouton et qui enverrait le mauvais missile, lui, il repartirait très, très rapidement à l'arrière de la ligne de front, et il serait tapé sur les doigts sévèrement. Ce qui est important, la probabilité que cela arrive, vu l'enjeu stratégique, est extrêmement faible. Du coup, ça n'arrive pas. Et en plus, il y a quand même beaucoup de missiles qui sont quand même assez précis. Donc on ne voit pas pourquoi il ferait ça. En revanche, comme je disais, on peut imaginer que certains aient justement intérêt à ce qu'il y ait une fuite, il y ait un problème majeur. Et justement, dans cette campagne de propagande, on n'arrête pas de dire c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Si demain, imaginez ce matin, on apprend qu'il y a une fuite majeure nucléaire, eh bien, la majorité des personnes qui auront entendu ces derniers jours que c'était la faute des Russes vont immédiatement dire c'est la faute des Russes. Et on connaît cette stratégie Atlantis depuis longtemps, avec la fausse fiole d'armes de destruction massive de Colin Powell à l'ONU, avec le faux massacre de Ratchak au Kosovo, et ça remonte très longtemps dans l'histoire des campagnes militaires, des campagnes de propagande organisées aux États-Unis, qui sont extrêmement présentes dans ce conflit, je le rappelle. Alors, on va continuer de se poser cette question. En tout cas, à qui sert le crime, à qui profite le crime? C'est peut-être aussi comme ça qu'on peut remonter la piste. En effet, on ne voit vraiment pas l'intérêt pour la Russie, et en plus qui se discréditerait complètement dans ces bombardements. Mais il est 8h01 et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et pour cette table ronde, je suis toujours avec mes deux invités, Nicolas Mirkovic, auteur du Martyr du Kosovo et de Bienvenue au Kosovo, le premier aux éditions Picolec, le deuxième aux éditions du Rocher, analyste de géopolitique européenne et américaine et président de l'association Ouest-Est. Et nous sommes également avec Fabien Bouglet, expert en politique énergétique et auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher, et de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Alors, je voudrais qu'on revienne, Nicolas Mirkovic, vous commenciez à expliquer tout à l'heure que certains auraient peut-être intérêt à ce qu'il y ait cette fuite. Alors, à chacun, je vais commencer par Fabien Bouglet. Qui pourrait avoir cet intérêt, Fabien Bouglet ? Il faut bien comprendre que cette guerre, qui est une guerre entre l'Ukraine et la Russie, est peut-être une guerre territoriale, que cette centrale d'ailleurs était vraiment un point dans la limite, dans la ligne de front de cette guerre. Mais c'est aussi probablement la première guerre énergétique mondiale. On voit bien, depuis le début, on a la problématique de l'approvisionnement du gaz, on a des éoliennes dont le système de contrôle a été hacké, 7000 éoliennes ont été hackées. Là, on a le problème de la centrale nucléaire.
On voit donc que l'énergie est au cœur de la problématique de la guerre. Et c'est qu'il y a corrélativement à cette guerre une seconde guerre. J'appellerais ça une guerre énergétique qui mélange des enjeux que peut prévaloir l'Allemagne, par exemple, avec l'Energiewind 2, qui, je le rappelle, est un mix basé sur les éoliennes et les renouvelables, couplé aux centrales au charbon maintenant, puisque maintenant ils ne disposent plus de gaz, mais de charbon, et le modèle plutôt franco-russe, basé sur le nucléaire, puisque, je vous le rappelle, la Russie et la France sont deux pays alliés sur le développement de l'énergie nucléaire. Et donc, vous avez dit tout à l'heure, Nicolas Mirkovic, qu'il y avait l'intérêt pour Washington, il y a aussi probablement l'intérêt pour Berlin. Je rappelle malgré tout que a été nommée il y a quelques mois Jennifer Morgan, qui était donc américaine. Alors là, c'est la liaison États-Unis-Allemagne. Elle a été naturalisée allemande et a été nommée vice-ministre des Affaires étrangères chargée du climat. Et Jennifer Morgan était, avant sa nomination, chef monde de Greenpeace International. Et il faut voir dans cette action de Zaporijjia une similitude puissance 50 des opérations d'intimidation sur le nucléaire qu'avait pu réaliser Greenpeace depuis des années. Je vous rappelle qu'en France, Greenpeace a été condamné lourdement pour avoir fait des intrusions dans des centrales nucléaires, que Greenpeace a été condamné pour avoir envoyé un drone contre un réacteur nucléaire. Alors là, c'était gentillet, et là, c'est dans un contexte de guerre. Donc, à qui profite le crime? Sans avoir d'éléments de preuve importants, il est clair que cette cristallisation médiatique et de communication autour du danger potentiel de la centrale nucléaire de Zaporijjia crée une sorte de psychose instrumentalisée par les anti-nucléaires. À l'heure où la France est en train de revaloriser son nucléaire à l'échelle internationale, à l'heure où il y a des négociations pour vendre nos centrales nucléaires, par exemple, en Europe de l'Est. Donc, il y a cette double mécanique qui se met en place, et je pense que cette guerre de l'énergie est vraiment au cœur. Et je pense qu'en fait, on a un double sens dans cette opération qui intervient dans la centrale de Zaporijjia, qui, je le rappelle, représente un tout petit peu moins que la moitié de la production nucléaire ukrainienne, et que actuellement ces 6 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt. Ça, c'est important de le préciser. Ils ne fonctionnent pas. C'est vraiment très intéressant ce que vous nous expliquez, Fabien Bouglet. Donc finalement, on a une figure de proue de l'anti-nucléaire, et donc l'ancienne présidente de Greenpeace, qui est désormais ministre allemande, on est bien d'accord, sachant tout à fait. Je le rappelle, chargée du climat, et je le rappelle que l'Allemagne, tout comme la France d'ailleurs, sont évidemment, sans être co-belligérants, puisqu'on n'a pas le droit de le dire, mais conseillers, arment, alimentent l'Ukraine, l'armée ukrainienne. Nicolas Mirkovic à ce sujet. Je souscris tout à fait à l'analyse de Fabien Bouglet. Je pense que le dernier camp qui est un problème majeur dans la centrale nucléaire de Zaporijjia est évidemment le camp russe, et qui, pour des raisons de communication, qui pour des raisons de sécurité, parce qu'évidemment, s'il y avait une fuite majeure, cela ferait reculer certainement ses troupes qui sont dans une position offensive actuellement, et ça aiderait la campagne, plutôt la propagande atlantiste. Et si en plus on prend le sujet du nucléaire, qui est un sujet qui est extrêmement sensible en ce moment, parce qu'on est en train de parler d'un hiver extrêmement froid, en tout cas de problème pour les Européens de se réchauffer. La France a une solution qui est toute prête, qui est le nucléaire. Dénoncer cette solution dans une Union européenne où la France a un avantage compétitif considérable par rapport aux autres membres, est évidemment quelque chose qui arrange certainement Berlin et aussi les États-Unis, qui veulent être le fournisseur quasiment exclusif de l'Union européenne en termes d'énergie. Oui, parce que on a parlé donc là de l'intérêt direct pour Berlin, en tout cas cette figure antinucléaire dont on a parlé, mais il faudrait qu'on continue de développer. Et quels pourraient être en tout cas les intérêts directs ou les enjeux pour les Américains sur cette centrale? Nicolas Mirkovic.
Les enjeux pour les Américains depuis le début, c'est d'affaiblir la Russie. Ils l'ont dit, l'ancien sénateur Black a dit l'autre jour en critiquant que les États-Unis se serviraient de toute manière de l'Ukraine jusqu'à leur dernier soldat pour affaiblir la Russie. Ce que veulent les États-Unis dans leur stratégie qui est pas récente, c'est affaiblir la Russie parce que Washington ne veut pas que la Russie soit une puissance européenne, parce que si l'Union européenne et la Russie pouvaient former un partenariat stratégique, politique, économique intelligent, eh bien l'Union européenne pourrait isoler les États-Unis, n'aurait plus besoin des États-Unis, ni pour leur direction stratégique politique, ni pour les directions, ni pour sa stratégie énergétique. Et donc, du coup, l'Europe serait autonome, elle serait indépendante. Donc, du coup, pourquoi on a besoin de gaz, on a besoin de pétrole, on a besoin des matières premières, on le voit tous là aujourd'hui qui proviennent de la Russie. Les États-Unis veulent couper la Russie de l'Union européenne. Donc, du coup, Washington fera tout ce qu'elle pourra pour faire du mal à la Russie. C'est cet enjeu. Et c'est pour ça que, n'oublions pas, quand en 2014, il y a un coup d'État, ce sont les conseillers américains qui sont derrière les militants de l'Euromaïdan, que c'est Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine elle-même. Encore une fois, oui. Place Maïdan, a encouragé les manifestants à chasser le président élu démocratiquement, Manu Militari. Donc du coup, ce sont les intérêts de Washington de faire du mal à la Russie. C'est pour ça qu'il y a une guerre, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, une guerre par proxy, comme on dit de nos jours, où il y a depuis quand même plus de 8 ans aujourd'hui, des conseillers, des soldats de l'OTAN, des armes de l'OTAN qui ont préparé cette guerre. Ils ne l'ont pas caché. Ils ont dit, ça fait Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, dit, ça fait depuis 8 ans que nous sommes en train de préparer cette guerre, que nous sommes en train de préparer l'armée ukrainienne. Donc du coup, c'est clairement l'objectif des États-Unis qui ne perdent quasiment, à part leurs mercenaires, pas une goutte de sang. Donc du coup, c'est tout bénéfice pour eux. Tout bénéfice, et on peut dire que si on parle de la guerre énergétique et qui se joue en parallèle, et dont a parlé Fabien Bouglet, on peut dire que de ce côté-là, les Américains ont plutôt déjà gagné une grande victoire, puisqu'ils vendent leur GNL qui était loin d'être évident à vendre avant. Peut-être je me tourne vers Fabien Bouglet. Ils ont un intérêt tout à fait intéressant parce que comme cette contrainte sur le gaz qui était antérieure, je le rappelle, la crise du gaz a commencé en septembre 2021 et n'est pas liée à la guerre en Ukraine. D'ailleurs, je remarque que le président Macron, après avoir cessé de dire c'est la guerre, vient de dire dans sa déclaration toute récente que la crise gazière avait commencé avant. Elle avait commencé parce que les renouvelables en Europe avaient baissé leur productivité par faute de vent. Et c'est d'ailleurs un gros problème. Ça continue actuellement. On voit bien d'ailleurs l'effet des éoliennes sur cette crise, et que la nécessité d'avoir un apport en gaz très important s'est fait jour. Et comme l'Allemagne importe 65% de gaz de Russie, par la politique d'Energiewind 2 qui avait été entamée par Gerhard Schröder avec la Russie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Gerhard Schröder avait été nommé dans les principaux conseils d'administration des sociétés pétrolières russes. Eh bien, les États-Unis avaient, par le biais de la guerre en Ukraine, un intérêt majeur à faire en sorte de couper la logique d'Energiewind 2 entre la Russie et l'Allemagne, puisque, en fait, je l'avais écrit dans mon livre, d'ailleurs, Nucléaire, les vérités cachées, l'objectif de l'Allemagne, c'était de devenir le hub de distribution du gaz russe en Europe. Et donc, en coupant cette relation avec la Russie, il y a, d'une part, on coupe politiquement la relation entre l'Allemagne et la Russie, comme on vient de le préciser là, mais on crée aussi une tension financière sur le gaz. Du coup, comme le gaz naturel liquéfié, qui est en fait du gaz de schiste, provient par méthanier, il est plus rentable parce que comme le coût est beaucoup plus élevé, ça devient plus rentable pour les États-Unis d'exporter le gaz plutôt que de le vendre même en interne. Donc, on voit bien tous les enjeux. Pour simplifier, tout se cristallise quand même à chaque fois autour des Américains, parce que on parlait de l'Allemagne, mais l'Allemagne aussi y a perdu en perdant cette livraison directe de gaz russe. C'est-à-dire que oui, elle y a perdu et elle va y perdre fortement d'un point de vue économique parce qu'elle est obligée de réouvrir des centrales au charbon, et actuellement il y a des villages entiers de mines au charbon qui sont en train de disparaître, engloutis par les mines de charbon. Et il y a des photos, même des vidéos édifiantes. Et donc, évidemment, ils se resserrent sur le charbon. Comme en plus, ce sont des idéologues Grünen, les Allemands, eh bien, ils sont anti-nucléaires. Alors, il a été question de maintenir les 3 réacteurs nucléaires existants. Puis finalement,
ils ont refusé, puis là, ils disent qu'ils en auraient 2. Donc, effectivement, on voit bien. Et là, dans cette situation, la France est plutôt en bonne situation parce que elle bénéficie de ses réacteurs nucléaires. Le problème, c'est qu'il y en a 32 qui sont à l'arrêt dans des conditions tout à fait surprenantes. Je veux dire, il y en a qui sont effectivement à l'arrêt pour des raisons d'entretien, puis il y en a d'autres qui sont à l'arrêt pour des raisons de suspicion de corrosion qui avaient été identifiées pendant des années. Et puis là, principe de précaution mis à l'outrance, on a cet arrêt simultané qui crée du coup la crise électrique, puisque évidemment, la France étant un des principaux fournisseurs d'électricité en Europe, le fait qu'elle ait presque plus de la moitié de ses réacteurs à l'arrêt, ça crée un choc électrique. Donc, effectivement, l'objectif à terme, parce que on ne le dit pas assez, maintenir les ressources énergétiques d'un pays, contrôler les ressources énergétiques d'un pays, ça a une influence en termes de souveraineté politique. Si vous tenez, parce que l'électricité, c'est le sang du corps si vous tenez la façon dont vous allez distribuer l'électricité dans un pays ou approvisionner l'électricité ou l'énergie dans un pays, vous tenez sa souveraineté. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle, je pense, les États-Unis voyaient d'un mauvais œil la relation entre la Russie et l'Allemagne et a préféré couper dans sa logique pour éviter que, justement, la Russie ait une influence trop forte sur l'intégralité de l'Europe, y compris en France, parce que c'est ce que j'avais expliqué dans mon livre sur le nucléaire, ce que j'expliquais dans mon livre. L'objectif de l'Allemagne, c'était aussi de faire le même mécanisme de contrôle de l'énergie en France en supprimant le nucléaire et en nous imposant les éoliennes couplées au gaz, qui était le gaz qui venait via Nord Stream 2. Donc c'est un mécanisme un peu global, mais c'est incroyablement intéressant et passionnant. Oui. Alors, rapidement, Nicolas Mirkovic, évidemment, vous allez avoir la parole, mais puisqu'on parle un petit peu de la scène française, il s'est passé quand même aussi des choses en France dernièrement, notamment cette révélation très, très forte, chers auditeurs, je l'avais déjà passé, mais je pense que c'est important de réécouter Jean-Bernard Lévy, directeur général d'EDF, au congrès du MEDEF, le 29 août. Eh bien, il explique pourquoi, finalement, pourquoi on est arrivé à cette crise aujourd'hui des centrales. Écoutez. Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle. Et donc, d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ? Eh bien, parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi ? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Donc aujourd'hui, on a un problème de multiplication de ces chantiers. Les premiers chantiers se déroulent bien, mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès Pannier-Runacher juste avant la pause du mois d'août. Évidemment, on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers. Ces chantiers sont lourds, on va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées. On en fait venir de l'étranger, notamment des États-Unis, et ça va être difficile. Donc oui, on va essayer... On fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Ah, pas de problème d'expertise, c'est juste un texte qui est encore en vigueur, cette loi de fermeture des 14 réacteurs nucléaires, et qui limite le nombre d'ingénieurs et de techniciens qu'EDF peut recruter pour la construction de nouveaux réacteurs. Ça semble assez logique, mais ça n'a pas plu du tout au président de la République qui s'est défendu le lundi 5 septembre. Chacun à sa place doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. Et la visibilité a été donnée. Les travaux de maintenance du parc existant ne sont en rien conditionnés à la création, les décisions de nouveaux nucléaires que j'ai prises en fin de mandat. C'est tout à fait vrai. Et je vais y revenir dans un instant. Mais qui pourrait raisonnablement penser qu'un pays avec un tel parc installé puisse conditionner les travaux de maintenance de son parc à des décisions de création de nouveaux réacteurs ? C'est rien fou. Ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu de conditionnement à ça. Et ce que j'ai entendu dans le débat public ces dernières semaines est inacceptable parce que c'est faux et irresponsable. Voilà, les mots sont lâchés, inacceptable, irresponsable. Fabien Bouclet, si vous voulez réagir rapidement à cette petite... Je ne sais pas qui est inacceptable et irresponsable, mais je pense que c'est plutôt de côté d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, il a fermé Fessenheim. 2 réacteurs nucléaires, je suis allé visiter Fessenheim, en parfait état de marche, qui produisait 12 TWh que nous exportions en Allemagne,
Donc 12 TWh au prix spot de 1 000 € le mégawattheure à échéance 2023, ça fait 12 milliards d'euros. Et désormais, depuis la fermeture de Fessenheim, nous importons de l'électricité au charbon venant d'Allemagne. Et il a dit, le président Macron, on n'entend pas dans la séquence, il dit « c'est pour faire plaisir aux Allemands ». Ah, génial. On exportait et maintenant, avec un manque à gagner considérable de plusieurs milliards d'euros, et maintenant nous sommes obligés d'importer de l'électricité au charbon. Il a fermé Astrid, le projet Astrid en 2019, qui consistait à développer une technologie qui avait été entamée avec Superphénix de réutilisation des déchets nucléaires sur notre sol. Il a promulgué la loi PPE, Plan pluriannuel de l'énergie, en 2020, qui confirme la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Qui est irresponsable? Jean-Bernard Lévy, qui est un obéissant, qui doit obéir. On lui dit, vous allez fermer des centrales nucléaires. Et en fin de mandat, et pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, il dit, il faut réouvrir 6 centrales nucléaires et potentiellement 8 autres. Et c'était en fin de mandat. C'est-à-dire, chacun cherche la responsabilité, mais le principal responsable aujourd'hui est coupable, c'est Emmanuel Macron. Il faut en plus abroger toutes ces lois qui contribuent au ralentissement, et loi d'ailleurs qui avait été initiée par Monsieur Piacheski, qui est l'actuel patron de RTE et qui était le collaborateur de François Hollande. Et Monsieur Piacheski, faut le savoir, il fait partie des candidats à la candidature de la succession de Jean-Bernard Lévy. Bon, vous voyez, on est quand même dans un système épouvantable où on a mis au cœur du pouvoir des antinucléaires pro-éoliens depuis 10 ans. Alors si on reprend un petit peu de recul et quand on retourne sur la scène internationale, Nicolas Mirkovic, ici, si on comprend bien, finalement, on a le sabordage français dont on vient de parler, qui en plus tente de faire plaisir aux Allemands, les Allemands qui ont eux-mêmes fermé le robinet russe pour plaire à la branche en interne plutôt antinucléaire, Greenpeace, etc. Et puis les Américains qui, eux, en effet, distribuent, sont bien contents que les Allemands coupent toute relation avec les Russes et qui distribuent comme ça leur GNL, leur gaz de schiste. Alors, oui, c'est vrai, quand on simplifie comme ça, on a l'impression qu'il y en a un qui est vraiment très gagnant dans cette histoire. Mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Les États-Unis vont mal. Les États-Unis traversent une crise économique majeure. Ils ont très mal géré l'épisode du Covid. Je pense que c'est la 2e ou 3e année d'affilée que l'espérance de vie des Américains diminue, ce qui est un signe social majeur dans nos économies modernes. Quoi de mieux, on l'a vu, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, quoi de mieux pour les États-Unis? Alors, pas forcément de déclencher une Troisième Guerre mondiale, mais de voir ses concurrents souffrir. S'essouffler. Voilà, souffrir, c'est tout à fait dans les intérêts des Américains qui, je le rappelle, dans leur cercle intime, nous considèrent comme un protectorat. Zbigniew Brzezinski l'a écrit en 1999, l'Europe de l'Ouest est un protectorat américain. Et même François Mitterrand se plaignait auprès de Jacques Attali dans les années 80 de la façon dont les Américains nous géraient et qui nous voyaient comme des colonies. Oui. Donc, c'est le plan de Lamgotte dont on a parlé récemment d'ailleurs avec Éric Branca. Exactement, donc il ne faut pas oublier cette influence majeure, énorme, immense de la part des États-Unis sur le secteur énergétique qui est en plus contraire à nos intérêts. Une nation doit pouvoir être souveraine. Sans énergie aujourd'hui, l'économie s'écroule. L'économie s'écroule, vous pouvez imaginer toutes les conséquences sociales. Nous revenons à l'âge de pierre. Nous devons être autonomes. La France a cette chance d'être autonome et c'est à nous, Français, de décider avec qui nous avons envie de collaborer pour la satisfaction de nos besoins énergétiques. Nous ne devons plus répondre aux États-Unis. Quand Emmanuel Macron dit que lui, il a une vision sur la maintenance, sur le parc nucléaire français et qui, en même temps, alors qu'il était ministre de l'économie, permet la vente d'Alstom aux Américains qui vont donc, à l'époque, avaient géré la maintenance de tout notre parc nucléaire. Mais quel État pourrait sous-traiter ça à un autre État? À une compagnie d'un autre État? Cela n'a aucun sens. Donc, du coup, je pense que si on doit retirer un enseignement de tout cela, il est important que nos politiques sachent planifier, parce que du coup, construire un parc énergétique ou avoir une vision dans le temps, cela prend du temps tout simplement. En ce qui concerne le parc nucléaire, comme n'importe quelle autre source d'énergie, qu'elle soit hydroélectrique ou autre, on doit avoir une vision, on doit viser l'autosuffisance, ne plus dépendre, enfin en tout cas limiter. Le gaz, si on n'en a pas, on n'en a pas. Le pétrole, on n'en a pas, voilà. Mais il nous faut des partenariats intelligents avec des partenaires
fiables, proches de nous, qui ne vont pas changer d'avis du jour au lendemain, et avec lesquels on puisse travailler sur le temps. Et ça, c'est la prérogative des chefs d'État français qui doivent travailler pour les Français. C'est pas parce que les Français font ça que les Allemands qui vont devenir nos ennemis. Mais chacun doit chercher sa souveraineté énergétique. C'est principal, c'est majeur. Et puis si on veut donc mieux comprendre ce qui se passe autour de cette centrale de Zaporijjia, puis même ce conflit dont on parle sur la scène ukrainienne, eh bien finalement se pencher sur l'énergie, Fabien Bouglet parlait d'une deuxième guerre en même temps, mais finalement est-ce que c'est pas la première guerre, la guerre énergétique? C'est un peu la question qu'on va laisser en suspense. Merci beaucoup à vous deux. Nicolas Mirkovic, je rappelle, vous êtes auteur du Martyr du Kosovo et de Bienvenue au Kosovo, président de l'association Ouest-Est. Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique, et puis ce livre qui nous intéresse tout particulièrement, Nucléaire, les vérités cachées, aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.